en arrivons justement à la question de les identifications, parce que la conception non rationaliste ou anti-essentialiste du sujet, alors là c'est vraiment influencé par la pensée de Freud qui dit qu'au fond il n'y a pas d'identité qui soit là donnée, hein, mais tout ce qu'on appelle identité c'est toujours des identifications. Et ces identifications sont toujours le résultat d'inscription du sujet dans des pratiques discursives. Les pratiques discursives, ici, je voudrais bien spécifier parce que ça a été souvent mal compris. On ne fait pas du tout référence uniquement au niveau linguistique. Hein. En fait, pratique discursive, ça a aussi à voir avec ce que Wittgenstein appelait des jeux de langage. Et de nouveau, jeux de langage chez Wittgenstein, c'est pas uniquement du langage. Ça implique nécessairement des pratiques qui ont un aspect matériel. Donc, la subjectivité, c'est toujours le résultat d'inscription dans des pratiques significatives, donc pratiques discursives, et ces pratiques ont toujours nécessairement un élément affectif. Non, ça c'est aussi un apport de la psychanalyse. Hein. La psychanalyse nous fait comprendre que le sujet, c'est toujours quelqu'un qui est... Enfin, c'est l'agent social qui est inscrit dans des pratiques qui vont permettre certaines formes d'identification. Alors, pour en venir à la question finalement que vous me posiez, bon, il est certain qu'aujourd'hui, la façon, si vous voulez, dont les sujets sont construits, sont en grande partie construits à partir de pratiques qui sont des pratiques spécifiques on parlait du sujet consommateur, du sujet individualiste. Tout ça, ça fait partie évidemment d'un monde qui est le monde du néolibéralisme. Alors, pour pouvoir développer ce que nous appelons une lutte contre-hégémonique, il faut multiplier les pratiques qui vont permettre au sujet de s'inscrire dans des formes, si vous voulez, la référence que vous faisiez par exemple antérieurement à Spinoza. Là, je crois qu'il y a quelque chose. Spinoza parle, lui, il fait la différence entre ce qu'il y a des formes dans lesquelles affection et affectus. Affection, ce sont des pratiques qui nous affectent. Hein, donc, et affectus, c'est comment elles nous affectent. C'est les affects qui sont créés par cette inscription dans certaines formes pratiques. Bon, je crois que c'est très important cette réflexion parce que ça nous permet de comprendre que si nous allons vouloir créer des affects différents, et ça, à mon avis, c'est absolument indispensable si on veut développer une politique contre-hégémonique, il faut aussi rendre possible, multiplier les formes d'inscription qui sont des inscriptions, donc ce que Spinoza appelle des affections, non, des pratiques différentes. Et bon, ces pratiques, bien entendu, elles doivent être de nature multiple, des formes économiques. Mais moi, par exemple, dans mon travail, je me suis surtout intéressée aux pratiques artistiques. Pratiques culturelles en général et artistiques, parce que je crois qu'elles jouent un rôle absolument central dans la formation des formes d'identification politique certainement, mais pas uniquement politique. Parce que, comment est-ce que je pourrais... ça a aussi à voir avec la réflexion de Gramsci sur le sens commun. Parce qu'au fond, Gramsci dit le sens commun ici, quand on parle de sens commun au sens de Gramsci, évidemment, ce n'est pas le sens commun entendu de manière, ce qui est normal. Oui, c'est ce que nous considérons comme normal, mais comme Gramsci le fait remarquer, c'est toujours quelque chose qui est construit. C'est pas quelque chose qui est donné. C'est toujours le sens commun, c'est toujours le résultat d'un ensemble de pratiques hégémoniques. Et parmi ces pratiques hégémoniques, Gramsci insiste beaucoup sur le rôle des pratiques culturelles et artistiques. Et
pour moi, c'est absolument fondamental. Parce qu'au fond, si vous voulez, les formes d'identification que nous avons vont dépendre en partie des livres que nous lisons, des films que nous voyons, de la musique que nous écoutons. Tout pour moi, le domaine culturel est extrêmement important dans la mesure où justement il produit des formes d'identification, des formes d'identité très spéciales. Et je crois que c'est vraiment un domaine dans lequel, si on veut créer un autre sens commun, un sens commun qui s'oppose au sens commun qui est celui qui est véhiculé par l'hégémonie néolibérale, il faut justement essayer de multiplier ces pratiques qui vont permettre le développement d'affects qui sont des affects qui vont entrer en contradiction avec justement le maintien, l'hégémonie néolibérale. Donc, là, pour moi, c'est un domaine sur lequel j'ai toujours beaucoup réfléchi, que je veux d'ailleurs continuer à réfléchir, parce que c'est un domaine qui est, à mon avis, central pour, si vous voulez, penser à comment est-ce qu'on peut développer une politique différente. Alors, il y a une chose qu'on entend souvent répéter, notamment en France, selon laquelle finalement les partis politiques c'est terminé. D'ailleurs, La République En Marche s'est définie non pas comme un parti, mais comme un mouvement, ce qui fait une grosse différence, semble-t-il. Alors que vous, c'est différent, vous allez contre cette idée. Vous citez notamment l'exemple du Labour avec Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne, où effectivement il y a encore une force politique qui se constitue et qui est exprimée par un parti, mais il y a quand même des forces qui luttent contre ça, c'est-à-dire que, admettons que les partis soient toujours une forme vivace d'expression politique, de transmission des affects, des idées, on a quand même assisté ces dernières décennies à une espèce de dépolitisation progressive du corps social, c'est-à-dire qu'il y aurait la politique d'un côté, surdéterminée par l'économique, et finalement, toutes les médiations au sein du corps social, on peut penser notamment aux syndicats dont l'influence se fait de plus en plus faible, tout ça contribue finalement à démobiliser le citoyen. Oui, mais alors là, j'aurais plusieurs choses à dire. D'abord, en ce qui concerne par exemple le cas que vous citiez du Labour, mon argument, c'est simplement de dire, parce que depuis que Jeremy Corbyn est devenu met à la tête du Labour Party, le Labour Party a maintenant, ils sont plus que doublé, ils ont quadruplé le nombre de membres, ils en sont pratiquement à 600 000 membres. C'est le parti le plus grand, le parti de gauche le plus grand de l'Europe. Et en fait, à mon avis, ça montre que, contrairement à ce qu'on nous dit, la forme parti n'est pas nécessairement en voie de déclin. À mon avis, ce que ça montre, c'est que lorsqu'il y a un parti qui offre aux gens la possibilité de penser à un changement profond, il mobilise encore. Mais justement, ça ne veut pas dire que nécessairement il faut en revenir à la forme parti traditionnelle. D'ailleurs, le Labour, sous Jeremy Corbyn, n'est plus une forme parti traditionnelle. Parce que, par exemple, ce qui a été absolument fondamental dans le succès du Labour, enfin, le fait qu'aux élections l'année dernière, contrairement à toutes les prédictions, bon, ils ne sont pas arrivés en tête, mais le score de Jeremy Corbyn a été le meilleur du Labour depuis très longtemps. Donc il y a vraiment une mobilisation. Ça s'est fait grâce au mouvement Momentum, hein, parce que Momentum, c'est c'est difficile à expliquer ça en termes, parce que c'est difficile à catégoriser, parce que c'est pas vraiment, on peut pas dire que c'est un mouvement social momentum, mais c'est mais c'est pas non plus c'est un mouvement principalement de jeunes, mais pas uniquement. Mais enfin, il y a beaucoup de jeunes dans Momentum
qui veulent accompagner le Labour. Qui, par exemple, une des raisons pour lesquelles Jeremy Corbyn a eu un tel bon score aux élections de juin de l'année dernière, c'est parce qu'il y a eu une énorme mobilisation de momentum pour aller appuyer les candidats de Corbynites dans le Labour. Alors, ils sont bien entendu très forts en ce qui concerne les réseaux sociaux, en ce qui est, tout ce qui est le digital. Par exemple, ils avaient établi un système qui permettait à toutes les personnes qui le désiraient de savoir quels étaient les endroits, par exemple, du pays, de Londres, où il était important d'aller faire du tractage, d'aller appuyer un candidat. Donc là, on pouvait, grâce à ça savoir, et ça a mobilisé énormément de jeunes. Donc, vous voyez, là, c'est quelque chose qui était... c'est pas la forme partie, c'est quelque chose qui accompagne la forme partie. Et il est évident que sans momentum, ils n'auraient pas eu le résultat qu'ils ont obtenu. Mais je crois que fondamentalement, ce qui est en jeu ici, c'est de montrer, ça c'est quelque chose sur lequel je suis convaincu, qu'au fond, cet abandon, si vous voulez, ce désenchantement avec la politique, le fait que les partis ne mobilisaient plus, bon, ça a à voir fondamentalement avec le fait de ce que j'appelle la pause politique. Parce qu'il est évident que si les citoyens considèrent qu'il n'y a pas de différence entre ce qu'on a le parti de droite, donc qui sont en fait, on parlait surtout centre droit et centre gauche, hein, qui considèrent que bon, il n'y a pas d'alternative à la globalisation néolibérale. Alors, bon, ben ça veut dire au fond quoi? Ben, ça veut dire que dans ce cas-là, les problèmes qu'on appelle politiques sont au fond des questions techniques. Si ce sont des questions techniques, ben, ce sont les experts qui sont les mieux à même de résoudre ces questions. Donc, tout ce qui a à voir justement avec la mobilisation, l'identification des citoyens à un parti, les partis deviennent vraiment, ils perdent de leur nécessité. Mais ça, c'est quelque chose qui est lié justement au fait qu'il y a eu un brouillage entre l'idée de la droite et de la gauche. Il n'y a plus de droite et de gauche. Et puis c'est d'ailleurs l'idée qui avait été développée par Anthony Giddens, qui était le théoricien de la troisième voie de Tony Blair. Il a été le premier. Il a écrit un livre Beyond Left and Right, au-delà de la droite et de la gauche, en disant il n'y a plus de cette idée qu'il n'y a plus de différence fondamentale. Maintenant, disait-on, la démocratie est devenue plus mûre parce que maintenant on peut tous comprendre qu'on a la possibilité de consensus. Tony Blair disait par exemple, maintenant nous sommes tous de classe moyenne, donc on devait pouvoir s'entendre. C'est ça, c'est cette perspective post-politique qui a conduit à la démobilisation des citoyens. Parce que à quoi ça sert d'aller voter si finalement on sait qu'il n'y aura pas de différence fondamentale entre le projet de droite et de gauche? Je me souviens... en fait, une fois, c'était à propos justement d'il y a un certain temps des élections lorsque en France, Jospin n'a pas réussi à passer au deuxième tour parce que c'est Le Pen qui a été élu. Jospin avait peut-être certains d'entre vous se souviennent, il avait dit « moi je ne suis pas socialiste ». Alors à ce moment-là, j'avais dit à mes étudiants, au fond, l'alternative qui s'offre en France au niveau des élections, enfin des partis traditionnels, c'est choisir entre Coca-Cola et Pepsi-Cola. Bon, il est évident que les gens ne vont pas se mobiliser, on ne peut pas mobiliser les passions pour un choix entre Coca-Cola et Pepsi-Cola. Je veux dire, donc, bien entendu, vous vous souviendrez certainement, beaucoup de gens ont décidé de ne pas aller voter au premier tour, parce qu'ils sont dit finalement, ils disaient bon, après au deuxième tour, on ira voter pour Jospin malgré tout. Oui, sauf que Jospin, il n'est pas arrivé au deuxième tour. Hein. Donc là on voit vraiment les conséquences néfastes de ce brouillage entre gauche et droite quand on vous dit finalement il n'y a pas d'alternative. Donc pour moi c'est ça qui est en jeu. C'est le fait que ce que j'appelle, et bien ça c'est un élément comme je le disais antérieurement fondamental de ce que j'appelle la post-démocratie, c'est qu'il y a
pas vraiment de débat agonistique. Les citoyens n'ont pas la possibilité de s'identifier à des programmes, à des partis qui offrent des programmes différents. Et bon, s'ils n'ont pas cette possibilité, ils vont ou bien